Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités. Bonsoir Abd Sharif. Bonsoir. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Bonsoir Tariq Hafid. Bonsoir. Avec nous un nouveau venu, Jafar Khaloufi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir rejoint le café presse politique. Alors on commence par la première question hebdomadaire habituelle. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine, Abd? C'est pas l'événement de la semaine. Pour moi, c'est l'événement ça va être l'événement de l'année, entre 2016 et 2017. C'est comment les élections ont perdu de leur puissance, comment elles ont été dévoyées. Et nous en parlerons lors de ce CPP. Si j'étais un peu plus riche, je prendrais 6 mois et j'écrirais un essai sur ça. Hassan? Le passage un peu anodin de certains titres de la presse nationale les plus importants, le Khabar al-Watan notamment, à 30 dinars. Oui. Et les explications qui ont accompagné ce passage. Les explications données par les directeurs de ces journaux. Tadar, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Le décès tragique d'un journaliste, Ashlef Ali Mjdoum Rahmou, qui a été percuté par un train au moment où il sauvait une fillette. Voilà. Jafar, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, c'est les images des cartons des candidats, tout ce beau monde qui veut participer aux élections, des cartons partout. C'est ça qui m'a marqué cette semaine. Les Algériens ne s'intéressent pas à la politique, mais il y avait beaucoup de cartons pour participer aux législatives prochaines. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est le président de la Chambre des communes britannique, le Speaker, qui a prononcé un discours extrêmement courageux et qui a dit non à un discours de Donald Trump devant la Chambre basse du Parlement britannique, au cas où une visite d'État serait maintenue. Donc, le Parlement britannique qui s'oppose à ce que le président des États-Unis vienne s'adresser devant lui. Un acte très courageux salué par la classe politique en Grande-Bretagne. Alors, on passe de la grande démocratie britannique à la politique algérienne avec les élections législatives qui approchent. Finalement, on connaît la date, c'est finalement le 4 mai. Et le président de cette instance, Abdelwahab Derbel, a passé son grand oral cette semaine. Il a affronté la presse, la classe politique pour un peu montrer le bilan de ce qu'il voulait faire pour la transparence de ces élections. Ça n'a pas beaucoup convaincu. Est-ce que c'est déjà mission impossible pour Abdelwahab Derbel et pour l'instance de surveillance des élections législatives? Il faut peut-être régler les choses en amont. La revendication d'une instance pour surveiller les élections est une revendication de l'opposition. C'était une bourde énorme. L'élection ne se joue pas sur la commission qui gère le processus technique. L'élection se joue sur la qualité du débat démocratique qui a eu lieu avant et sur la liberté de ce débat entre deux élections. Donc, s'il n'y a pas eu cette liberté avant, les élections ne peuvent pas être crédibles. Alors, si on va sur le rôle de cette élection, est-ce qu'elle va jouer le rôle ou pas? Ça veut dire qu'on peut, a priori, considérer qu'on peut avoir de bonnes élections. Ce n'est pas le cas. Ça va être le deuxième piège dans lequel vont tomber les partis, c'est orienter le débat sur la viabilité de cette commission. Donc, si cette commission joue bien son rôle, est-ce que ça va signifier qu'on va avoir de bonnes élections? De bonnes élections, de mon point de vue, c'est pas des élections où on ne truque pas directement le vote ou là, ça c'est pas important. Les élections, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans la vie politique du pays? Est-ce que ça va faire avancer le pays ou pas? De mon point de vue, non. Donc, pour moi, la boucle est bouclée dès avant les élections. Yassine, première mission de Abdelwahab Derbel, lever tous les doutes sur la transparence du scrutin et surtout laver son organisation de tout soupçon. Est-ce qu'il peut le faire?
Est-ce qu'il peut... Non, il a déjà fait. Tous les Algériens ont confiance en Derbel. C'est gagné. Bon, enfin, soyons sérieux 2 secondes. Abd a rappelé le contexte de l'élection. Il faut qu'il y ait un engagement, un pacte démocratique, que les gens croient au débat. Mais moi, j'irai pas jusqu'à dire que, pour autant, l'instrument technique du contrôle de l'avoir revendiqué, c'était une erreur. Moi, je pense pas que ce soit une erreur de l'opposition. L'opposition, il y a 2 niveaux. Il y a ce prérequis de l'engagement, du débat, de la liberté des acteurs, de la possibilité pour eux d'accéder à l'opinion pendant des mois et des mois, pas les 21 jours de la campagne, pour faire que les chances soient équitables. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut que le processus technique soit aussi contrôlé. Et on a bien vu dans les primaires en France, plusieurs fois dans les partis, il y a un débat démocratique de qualité, mais tout le monde est très regardant sur la façon dont ça se passe au moment du vote. Donc, le pouvoir a récupéré la proposition de l'opposition, il l'a dénaturée, il a mis, c'est pas une commission indépendante, c'est une commission administrative de l'État, et donc la suspicion évidemment est plus que jamais qaïma. Oui. Que les choses se passent techniquement de manière correcte le jour de l'élection. Pour moi, c'est une chose qui va de soi. On ne la discute pas. Si ça fait l'objet d'une discussion, ça veut dire que c'est faussé au départ. Mmh. Il faut qu'il y ait des institutions capables de garantir ça et que personne ne puisse en douter. Et ça, c'est pas une commission. C'est une neutralité de l'administration qui soit outillée pour le faire. Alors, dans les grandes démocraties, on n'entend même pas parler de ce genre de commission. Pourquoi en Algérie, on fait autant de bruit autour de cette instance, Tarek Hafez? C'est pour montrer que le scrutin sera transparent, voici les conditions, les garanties. L'existence même de cette instance jette un discrédit sur les élections passées. Le pouvoir a plusieurs obligations pour la future assemblée. Premièrement, c'est faire en sorte que le FLN reste le parti majoritaire. Donc, il intervient déjà dans l'élaboration des listes pour la sélection des personnes qui vont représenter le parti dans les différentes wilayas. Première action. Deuxième action, pendant la campagne, il va y avoir une certaine liberté, mais le jour de l'élection, il y a ce que j'appelle, moi, le collège des grands électeurs. Le collège des grands électeurs, c'est les 48 wali. Et ensuite, il y a la sélection, le calcul final qui se fait au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ça, une élection en Algérie. Ensuite, qu'on installe une instance avec une grande majorité elle n'est pas du tout indépendante, avec une grande majorité de magistrats qui ne savent toujours pas ce que c'est que l'indépendance, avec des personnes qui ont été sélectionnées, triées sur le volet, ça ne va absolument rien changer. Et certains walis peuvent être récompensés, comme Abdelkader Qadi lors des dernières présidentielles. C'était là où il a eu le plus fort taux de participation. Il a été nommé ministre des Travaux publics, juste après l'élection présidentielle. Juste un détail. Tabou, en 2012, était à la tête du FFS, et dernièrement, il est passé dans une chaîne de télévision où il a expliqué que le FFS, pour le fait justement d'avoir participé à l'élection, avait bénéficié d'un siège en plus dans la wilaya de Borj. Donc il explique, voilà. Il explique bien les mécanismes de la fraude. Donc on récompense aussi les gens pour leur... Les autres du FFS, ils ont dit que c'est pas vrai à l'école. Oui, Jafar Khaloufi. Alors, Abdelwahab Derbel a essayé un peu de convaincre son auditoire. Il a dit, moi aussi je suis issu de l'opposition. Est-ce que ça suffit pour le croire Je pense que sur le plan technique, Derbel a démarré à Calais tout de suite. Il ne peut rien faire parce qu'il y a le fichier électoral. Les partis politiques, ils n'ont pas eu le droit de regard sur le fichier électoral. Oui, peut-être il y a 20 millions de morts dedans, tu ne sais pas, tu ne peux pas participer. Mais sur le plan politique, Derbel, je pense qu'il a déjà fait quelque chose. D'après ce que j'ai compris, les déclarations de Mohsin Belabad Jarcide, et même de Sofiane Djilali de Djiljadid, et même de quelques militants islamistes, il a aidé pour que la fusion des partis islamistes ait lieu, la fusion de Jabla et aussi Jabla avec ses anciens, avec les enfants de Jabla et Mnassara au MSP, même si j'appelle pas ça une fusion, c'est une sorte de regroupement familial, parce qu'on peut pas parler de fusion parce que Mnassara rja al-dar et Jabla il a récupéré ses enfants. Peut-être on va parler de fusion quand Jabla et le MSP vont faire quelque chose en commun. Derbel, sur ce plan-là, je pense qu'il a fait du bon travail vis-à-vis de l'État, évidemment, pas des élections. Sinon, sur le plan technique,
tu peux pas participer à des élections où t'as même pas le droit de regarder le fichier électoral. Oui, le grand problème, c'est évidemment, Abd Sharaf, ce fichier électoral. Tous les partis s'en plaignent. Le FFS dit que ce scrutin ne sera ni libre ni transparent. Premier aveu d'échec parce que M. Delbel ne pourra pas accéder à ce fichier. Même chose pour le RCD qui considère que c'est une honte. Pour le PT, c'est un problème à double tranchant, le fait que le président de la commission ne peut pas accéder à ce fichier électoral. Où est le problème exactement? Pour moi, il n'y a pas de problème de fichier électoral. Il y a un problème électoral tout court. C'est l'élection elle-même. Elle sert à quoi? Si tu veux, on est un petit peu, c'est un peu comme sur le terrain économique. Quand on va disséquer les difficultés économiques, alors on trouve la bureaucratie, la corruption, le 51-49, le manque d'attrait, le milieu des affaires qui n'est pas sain, etc. Si on déverrouille un de ces points, est-ce que ça va régler le problème de l'économie? Non. Sur le plan électoral, on est dans la même configuration. Il y a un processus qui va d'une élection législative à une autre. On a 5 ans. Sur ces 5 années, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer la situation d'il y a 5 ans? Rien. Donc, on est au même point. Et on est dans ce piège. Les partis sont dans une espèce de bulle. Moi, le seul débat qui m'intéresserait à la limite sur cette histoire des élections, c'est la douleur dans laquelle se trouvent certains partis qui veulent avoir un projet politique. Ils étaient devant un vrai problème. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ils ont apporté des réponses différentes. Aller aux élections, c'est une très mauvaise solution. Mais c'est une solution. Ne pas y aller, c'est encore pire. Pourquoi? Il faut parce que une élection, l'élection législative, c'est un grand moment politique. C'est un moment où on élabore un discours, où on élabore un programme, où il y a des gens qui émergent, où on découvre des tribuns. Comme c'est le cas pour le parti de Ali Benflis qui vient de naître et qui ne participera pas. Est-ce que c'est un suicide politique, comme le disent certains? Presque. Enfin, suicide, c'est un peu fort, mais c'est quand même je dirais, c'est une très grande opportunité ratée. Mais je peux pas donner tort à Ali Benflis. Parce que son parti ne croit pas à la viabilité de ces élections. C'est la deuxième fois en 2 semaines que vous êtes d'accord avec Ali Benflis. Oui, ça devient grave. Oui. De quoi on parle? En fait, moi, je pense que le sort de cette élection s'est noué au moment de la révision de la Constitution. Il y a 1 an, tout juste. Il y a 1 an. Ça a été célébré par les médias publics. Absolument. La révision de la Constitution avait l'opportunité de rendre importante cette échéance en redonnant du pouvoir à l'Assemblée nationale, en faisant au moins appliquer l'article de loi qui au Maroc permet à celui qui gagne l'élection de gouverner, de diriger le gouvernement. C'est une disposition très simple de la Constitution qui permet de donner un suspense aux élections. On saura que le Premier ministre, le futur Premier ministre, sera proposé par le parti qui a gagné l'élection. C'est à lui de former la coalition gouvernementale. Il se débrouille s'il fait partie un gouvernement d'union nationale ou de majorité simple. Mais Bouteflika a choisi de ne pas le faire. À mon avis, il pouvait le faire. Il ne risquait pas beaucoup. D'autant qu'on rentrait dans cette période de difficultés sociales et économiques qui font que on a besoin d'élargir et de légitimer les institutions. Ça s'est pas fait. Sur cela, s'est ajoutée cette affaire de commission dévoyée qui a été utilisée autrement et contre la transparence. Vient s'ajouter l'impossibilité, et c'est un enjeu. Parce que si le gouvernement voulait donner, le pouvoir voulait donner un petit peu de garantie à cette élection, il aurait donné accès au fichier, et on sait tous que le fichier est le volant qui permet de gérer avec ses excédents, de donner des quotas, d'ajouter, de retrancher, etc. Donc voilà, ils ont fait tout faux pour faire en sorte que la même défection populaire qui a eu lieu il y a 5 ans, 35% de taux de participation seulement. La même défection est promise pour cette élection, voilà, malheureusement. C'est ça, c'est que ils ont fait tout faux. L'expression est bonne. Demain, on va voter, les partis participent. Ça va changer quoi fondamentalement dans la vie du pays? On aura un parlement sans pouvoir et un pouvoir occulte. Pouvoir réel, il était toujours occulte, avec une image qui est la prédominante, c'est celle du président Bouteflika. Ça ne change rien. Si on est d'accord si la situation actuelle nous plaît,
On peut voter pour le statu quo. Maintenant, si la situation actuelle ne nous plaît pas, est-ce qu'il y a une marge pour changer cette situation? Non. Donc, c'est un vote inutile. Jafar Khaloufi, à quoi servent ces élections? Est-ce que le parti de Ali Benflis, est-ce que Djil Jadid ont bien fait de ne pas y aller à cette élection législative? Je pense qu'on peut pas comparer les deux partis parce que même si Benflis c'est un parti nouveau, mais Benflis a son champ politique, peut-être il a raté une occasion de se positionner, mais Djil Jadid, je pense qu'il est en train de marquer des points, de prendre des positions politiques pour être là, pour exister, de prendre des positions politiques. Un troisième chemin, je suis là, le parti de Djil Jadid, il dit je suis là, je prends un troisième parti, mais c'était quand même politiquement cohérent. Parce que, par exemple, ça fait 2 ans, 3 ans, les discours de l'opposition, c'était limite la désobéissance civile. Mais après, on participe tous et tout, il y a quand même une incohérence politique, les partis politiques d'opposition, que Djil Jadid a évité. Mais je pense que Benflis, je suis tout à fait d'accord avec M. Abdel, Benflis a raté une occasion de se positionner, je pense. Il y a eu un texte, à mon avis, c'est le texte le plus intéressant dans cette élection, c'est le document du FFS qui explique pourquoi il va aux élections. Je vous interromps 5 secondes. Le FFS qui dit que cette élection ne sera ni libre ni transparente. Oui. Ouais. C'est un texte très dense où il explique pourquoi il va aux élections. Et tu sens que les gens qui l'ont écrit étaient vraiment dans la douleur. Est-ce que M. Ali Benflis pouvait... On peut faire l'hypothèse suivante. Il va aux élections législatives, mais il explique à ses militants qu'il ne va pas pour siéger au Parlement. Il y va dans une logique politique, c'est celle de construire un parti. Est-ce qu'un tel discours pouvait être crédible, capté par les gens? Est-ce qu'il aurait pu avoir des militants, des électeurs? Et est-ce que ça aurait pu marcher? Je pense que c'est une hypothèse jouable. Bon, il a fait un choix inverse, c'est son choix, son analyse, on la respecte. Mais là aussi, il était dans la douleur, c'était très difficile. Tariq, on a rappelé le chiffre de 35% de participation en 2012. Selon vous, ça va être dans les alentours, plus, moins? Est-ce que le fait que des partis se désistent, est-ce que ça peut changer la donne aujourd'hui? L'avantage, quand on a le volant justement du fichier électoral, quand on contrôle administrativement une élection, c'est qu'on peut augmenter même le taux de participation. Il y a absolument aucun. C'est une formalité. Tout ceci, les chiffres en fait lors d'une élection en Algérie, c'est juste des formalités, c'est juste un dosage. S'il n'y a pas effectivement pas assez de monde, bon, Zarhouni disait les gens sont partis à la plage. Donc, pour essayer de justifier le taux... Zarhouni disait en été que c'était la plage et en hiver parce qu'il pleuvait trop. Parce qu'il pleuvait trop. Voilà. Donc, il y a toujours... Là, ça sera opérateur, donc il n'y aura pas d'excuses, mais... Non, s'il fait beau le 4 mai, les gens vont à la plage. Un témoignage technique. C'est probable. J'ai suivi toutes les élections. Sur le plan technique, entre l'ouverture des bureaux de vote et la publication des résultats finaux dans les bureaux de vote, ça se passe de manière impeccable. Ça, j'ai vu. Et c'est ensuite que ça peut se jouer. Mais à la limite, ça devient secondaire qu'on parle de ça. Dans une semaine après le jour du vote, on aura oublié le vote. Les fraudes, le fichier électoral, la commission électorale, on va être happé par un autre engrenage, c'est la majorité, l'installation du nouveau Parlement, c'est les députés, c'est le nouveau gouvernement, etc. Et donc, il y a une capacité d'oubli qui fait que ça... Un nouveau gouvernement, il faut rappeler... Non, je reste dans ma logique. Oui. Tout ça est secondaire. Et tout ça est pris en compte. Ça va appâter les gens, ça va faire de l'intérêt pour les élections. Nouveau gouvernement, il faut rappeler qu'en 99, Bouteflika a mis 8 mois pour former le gouvernement. Et lors des présidentielles de 2014, il a mis 2 mois. Alors, on sait qui participe, on sait qui ne participe pas. Pourquoi est-ce que l'opposition ne part pas unie à ces élections? Est-ce que l'initiative de l'opposition, est-ce que l'ISCO peut mourir après les élections législatives? C'est déjà fait depuis des mois. Vas-y. Excuse-moi. Le pacte au sein de l'ISCO, c'était de dire, nous sommes dans l'opposition, mais après tout ce qui est choix politique, notamment choix de participation ou pas, est laissé au libre arbitre de chaque parti politique. Après...
Je pense qu'il y a Disco. une union syndicale. Oui, je sais, je suis tout à fait d'accord. On peut pas voir Saïdani plus qu'on voit même les autres opposants, Imam Nasra et les autres, et on se dit opposants. Pas la coordination. Hein. Il y a quand même un mélange de tout et de rien et de rien du tout. C'est pas, à un moment donné, ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. Non, mais ça ne colle pas. Et depuis un moment, les gens ont remarqué ça juste après les clashs, si on peut appeler ça les clashs, entre par exemple, le parti du Djihadid et du MSB et tout. Mais depuis des mois, dedans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Depuis le début. En 2000, je me souviens, je crois que c'était en 2014. Fin 2015, c'était durant le mois de Ramadan. Rencontre de l'ISCO. Le jour même, le représentant du MSP était reçu par Ouyahia. Donc, Moukray était reçu par Ouyahia. Donc, c'est vrai qu'il y a des tensions. C'est vrai que ça fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, pour la question des élections, le pacte précise que c'est laissé au libre arbitre de chaque parti politique. Il y a aussi le fait qu'à la base, quand on parle d'opposition, le terme opposition ne convient pas très bien, parce que dans cette opposition, la base idéologique et politique est très différente, pour ne pas dire, j'ai pas envie de dire que ça n'existe pas. Ce qui fonde l'opposition, c'est beaucoup plus des personnes, des personnalités, accordons ce mot. Ce sont des itinéraires personnels qui, à un moment ou un autre, ont été brimés, etc., et donc qui ont éjecté quelqu'un du système, ou qui a créé des frictions. Mais il n'y a pas le socle politique et idéologique qui fonde une opposition et qui donne une vraie assise à des alliances. Alors, l'opposition... L'opposition, depuis 2014, elle n'a fait que capitaliser sur la rencontre de Mazafran. À un moment donné, il faut proposer autre chose. Tu peux pas que vivre... Est-ce que l'esprit de Mazafran est encore là? Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu même une sorte de commission, Wafiqat Mazafran, qui a été créée parce que toute la ligne ou les points essentiels de documents de Mazafran, ils n'existent plus. Ont été remis en cause aujourd'hui. Mais l'opposition ne le réclame pas. Ils disent pas que c'est fini. L'opposition n'a pas réussi à imposer son agenda politique, et progressivement, elle s'est trouvée contrainte. On peut rappeler son agenda politique. Elle s'est trouvée contrainte de se plier à l'agenda politique du pouvoir. C'est un rapport de force qui lui est défavorable. C'est aussi simple que ça. Ihsan, vous qui êtes un grand admirateur de ce qui s'est passé à Zeralda, de cette union de l'opposition, vous êtes déçu de voir que aujourd'hui l'esprit de Zeralda s'est un peu dissipé? C'est le grand dégât collatéral de cette élection. Enfin, moi j'avais dit que si la situation sociale s'était dégradée très vite après 2014, ce qui aurait pu être le cas dans la foulée de ce qui s'est passé dans le Sud, le pouvoir avait une carte, c'était d'avancer les élections législatives. Il aurait pu le faire. Du Zahnoun réclamait la dissolution de l'Assemblée nationale, et il aurait probablement dynamité beaucoup plus tôt la dynamique de Mazafran, en proposant des élections législatives et en cassant le processus d'unification de la démarche de l'opposition. Maintenant, moi, je veux quand même observer un petit moment, parce qu'en dehors qu'est-ce que chacun veut essayer de récolter de cette démarche. Bon, il y a la démarche de témoignage du FFS qui veut occuper l'institution sans vouloir la crédibiliser. Il y a d'autres démarches peut-être similaires. L'opposition islamiste qui essaie de se coordonner pour jouer un poids et peser sur le processus politique, notamment durant la transition, parce que c'est un peu l'Assemblée qui va probablement, on le dit à chaque fois, mais enfin, s'il n'y a pas de 5e mandat, elle aura un poids politique peut-être plus important. Parce que il y aura un moment donné où il y aura plus de présidence, il y aura quand même une assemblée et un président de l'assemblée. Donc on peut aussi réfléchir comme ça. Il y a 5 ans, il y a un parti comme le MPA qui a été récompensé pour sa continuité dans le soutien de Bouteflika, le FLN évidemment en premier, etc. Aujourd'hui, on peut se poser la question sur quoi va se jouer l'élection pour la partie réelle du vote. Après le panachage habituel des institutions, des officines, on ne sait pas à quoi ça obéit. Mais dans le vote réel qui nous intéresse, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est quand même la cartographie de l'électorat, on peut se poser la question: que vont récompenser les Algériens? Le passage par l'opposition de Moukray,
Je pense essentiellement au PT, par exemple. Voilà, qui a changé de positionnement depuis la dernière élection. On peut se poser la question, est-ce que ça va être rentable? Vraiment violent envers le pouvoir. Voilà. Ça reste. C'est une question. J'ai pas répondu, hein, mais c'est une des questions de l'élection. Intéressons-nous à un électorat important, c'est les islamistes. Jafar Khaldoufi, on a parlé tout à l'heure. Est-ce que on sait le chiffre assez peu important? En 2012, je pense que les islamistes avaient fait moins de 25% dans ces élections législatives. Une raclée. Oui, il y a un point important. Oui, c'était une raclée en 2012 par rapport à la victoire des islamistes au Maroc en 2011, en Tunisie avec la victoire d'Ennahda aux premières élections d'octobre, en Égypte également, en Algérie c'était tout à fait le contraire en 2012. Est-ce que ça peut changer en 2017 selon vous? C'est ce qui a poussé déjà les islamistes de sortir du gouvernement. Mais déjà il y a un point intéressant, je pense, c'est vous voyez la loi électorale. Il faut les signatures, si vous n'avez pas les 4%, il est 10%, mais l'Alliance verte ils vont participer sans. Et le MSP et l'Islah et Ennahda. Par exemple, un parti comme l'RCD ou le FFS ou même le MDS, comparé à l'Islah, il est plus présent. Mais ils vont souffrir pour avoir ces signatures. Le Islah, non. Une fatwa. Une fatwa. Et c'est ça que Derbel, je pense que Derbel est lié pour quelque chose. Je pense que Derbel a eu une influence positive sur les islamistes. C'est l'homme, je pense. Qui est un islamiste aussi de formation politique. C'est curieux, mais sur ce terrain, moi, j'aurais deux remarques. Je dis, la première, c'est que nous sommes en avance sur le Maroc, pour une fois. L'illusion islamiste a périclité en Algérie bien avant le Maroc. Au Maroc, elle est encore là. Donc nous, on est dans... C'est une fin de cycle. C'est les débris de la grande vague islamiste. On est loin de l'Égypte, etc. Donc sur ça, on est en avance. Je pense que c'est une bonne chose. La deuxième chose, sur les islamistes qui essayent de se recycler. Alors, il y a deux facteurs. C'est curieux, mais quand il y a eu la recomposition du MSP, un des dirigeants du MSP a dit que ils l'ont fait sur les conseils du pouvoir. Maintenant, ça va. Ils l'ont fait également sur le conseil des frères musulmans aussi. On sait de manière très précise que des rencontres ont eu lieu, etc. Et que à l'international, les frères musulmans ne sont pas du tout contents de l'évolution des frères musulmans algériens. Et donc, on leur a dit, écoutez, arrêtez vos conneries, il faut aller ensemble. Il y a une convergence entre le pouvoir algérien et frères musulmans. C'est une recomposition qui va avoir des conséquences. Il faut voir lesquelles, mais ça va avoir des conséquences. Même si M. Mokhri a toujours réfuté cette désignation d'être le frère musulman algérien ou le représentant du courant des frères musulmans en Algérie. C'est le bina. Officiellement. Ici en Algérie, c'est le bina. Mais l'influence, évidemment, ça reste le MSP qui est plus donc on ne peut pas s'attendre à une percée des partis islamistes en 2017, même s'ils s'unissent encore, on est à 4 mois, on est à 3 mois des élections. À mon avis, ils vont avoir un score meilleur qu'il y a 5 ans. Parce qu'il y a une logique qui s'est instaurée et qui mène vers une meilleure représentation des islamistes pour avoir le fameux partage dont on rêvait depuis longtemps dans les pays musulmans, un tiers nationaliste, un tiers RND, un tiers FLN, un tiers islamiste. Et là, tu as un équilibre qui permet de jouer. C'est l'équilibre qui est visé à mon avis, sur les prochains mandats. La première partie du CPP touche à sa fin. Moi, je suis fidèle aux interrogations de nos membres. Abed Sharif, vous aviez posé une question. Est-ce que Souhila Ben Ali est candidate? Alors, on la laissera répondre elle-même à cette question. On la salue si elle nous écoute. On se retrouve dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.
Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Nos invités sont toujours avec nous. Alors, on a parlé lors de la première partie de la politique algérienne, de ces élections législatives qui auront lieu presque simultanément en même temps que le deuxième tour, on peut dire, de l'élection présidentielle française. Et cette élection présidentielle française, elle concerne aussi l'Algérie et concerne les Algériens pour plusieurs raisons. D'abord, une importante communauté algérienne vit en France. Et il faut le dire aussi, plusieurs candidats passent par l'Algérie. Ce fut le cas pour Alain Juppé il y a un an, pour Arnaud Montebourg le mois dernier, pour Emmanuel Macron qui arrive la semaine prochaine en Algérie. Et que tu vas interviewer. C'est pas sûr. J'espère pas pour sa carrière. Alors, on va parler de cette élection présidentielle française qui nous concerne et pour un peu parler de la fragilité un peu du choix populaire, de cette puissance des sondages qui parfois se heurtent à un mur. Comment est-ce que vous qualifieriez cette campagne électorale française, et celle qui, de l'avis de tous, est inédite? Il y a eu, elle est pas si inédite que ça. Il y a eu déjà un champion des sondages qui est mort en cours de route, entre guillemets, symboliquement, c'est Dominique Strauss-Kahn. Édouard Balladur aussi, vous vous rappelez? Édouard Balladur a été éliminé par les urnes. C'est voilà, différent. Absolument. C'est différent. Moi, je parle des candidats qui sont en tête dans les sondages et qui sont rattrapés par des frasques de leur vie. Bon, le cas spectaculaire de DSK n'est pas passé par les réseaux sociaux, c'est un autre processus. Dans le cas de Fillon, on réalise que aujourd'hui, en 2017, il y a deux phénomènes. Les opinions des pays qui ont été laminés par la vague de la crise de 2007-2009 et de la récession qui s'en est suivie, ces opinions sont devenues extrêmement sensibles à la façon dont elles sont gouvernées. Parce qu'on leur a imposé des politiques d'austérité en France. Il y a quand même 6 millions de chômeurs. Et on leur demande encore de faire des sacrifices. C'était au cœur du discours de Fillon. Et donc, elles sont très attentives à la moralité, à l'exemplarité des gens qui vont les représenter. Beaucoup plus que par le passé. Mitterrand a traîné quelques casseroles, Giscard d'Estaing aussi. On pouvait s'accommoder, Chirac, avec les emplois fictifs, quand il est devenu président, il était suspect d'être poursuivi en justice pendant tout le temps il était président. Aujourd'hui, ça ne passe plus. C'est l'effet de la crise, plus l'effet des réseaux sociaux, qui créent des mouvements d'opinion solidaires et grégaires contre ce type d'attitude. Donc voilà, c'est une évolution très intéressante. Il faut juste voir comment elle peut se démocratiser dans le monde et faire en sorte que les opinions s'emparent des processus politiques dès leur amorce. Ça ne passe plus, on ne sait pas encore, ça ne passe plus. On ne sait pas encore. On va voir l'exemple de Fillon, ce qui va passer ou pas. Oui, mais bon, c'est passé, de ce qui s'est passé ces derniers jours aux États-Unis. C'est passé aux États-Unis, malgré toutes les casseroles que traînait l'actuel président des États-Unis, malgré toutes les critiques vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des handicapés. Eh bien, il a été élu. Abdel, est-ce qu'on peut parler d'une fragilité d'un choix, d'un vote populaire aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est le sens de l'élection. On a vécu, avec la naissance du suffrage universel, a fait qu'on votait pour des hommes, ensuite de plus en plus pour des orientations politiques. Donc ça basculait entre le charisme de l'homme et ses choix politiques qui étaient drainés par les réseaux politiques, donc les appareils, les partis, etc. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'élection française et américaine, c'est que on va voter par défaut. On ne vote pas par adhésion, on vote par rejet. Celui qui va gagner l'élection présidentielle en France, c'est pas parce que les Français l'aiment ou ils sont d'accord avec lui, c'est parce qu'ils ne voulaient surtout pas que d'autres soient élus. Le cas le plus flagrant, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, on peut dire sur le système américain que Clinton a eu plus de voix que Trump, etc. Mais il y a eu une sorte de consensus pour dire que si Madame Clinton a perdu l'élection, c'est parce que les gens la détestaient à un point tel qu'ils ont voté pour un farfelu. Et donc, c'est la première puissance du monde qui a un président de ce type, c'est quand même assez grave. Ce sens de l'élection, cela a complètement transformé le sens de l'élection. Il faut peut-être ajouter à cela un autre facteur qui est, à mon avis, très important, c'est que les systèmes de représentation actuels ont été conçus
au XXe, sinon au XIXe siècle. L'élection d'un président, l'élection d'un parlement, le rôle d'un président et d'un parlement ont été conçus il y a très longtemps. Mais depuis, la société a créé de nouvelles manières de s'exprimer, notamment l'Internet. Donc, à la minute près, on peut savoir ce que pensent les gens, où ils vont, comment ils sont informés, etc. Alors que leur système de représentation politique est toujours le même. Il y a une adéquation frappante. L'élu, le président élu vers la moitié du XXe siècle, avait une stature, un aura qui était quand même incroyable. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut avoir au moins ce respect de la part de la population. Et donc, ce sont des sociétés qui sont en mutation profonde et les instruments pour la gérer sont encore dans une étape très passée. Peut-être que c'est les pays nordiques qui apportent la solution. Oui. Alors, est-ce que les temps ont changé? Aujourd'hui, j'écoutais un analyste politique français dire oui, malgré toutes les casseroles de François Fillon, on sait ce qu'il va faire, donc on pense à l'intérêt de la France, à l'intérêt du pays. Ça veut dire que maintenant, on pense à l'intérêt sans donner de l'importance à la moralité, à ce qui est moral aujourd'hui, à ce qui est bien et pas bien. Je voudrais pas défendre, d'ailleurs, il doit s'en foutre complètement. Pourquoi? François Fillon. Absolument. Mais il dit ce que j'ai fait n'est pas illégal. C'est-à-dire, il a profité d'une faille. D'accord. On va comparer avec ce que font nos hommes politiques ici. C'est-à-dire, François Fillon n'a pas pris de marché public. C'est pas de la corruption pure comme on la connaît ici en Algérie, etc. Les sommes sont absolument, les écarts sont énormes entre ce qu'on cite ici, par exemple, dans l'affaire Chakib-Khalil et l'affaire Fillon. Mais ce que je retiens, c'est que quand même, la France reste quand même une belle démocratie. La presse, le rôle de la presse dans cette affaire, le rôle de la justice. Qui s'est immédiatement autosaisi. Immédiatement autosaisi en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont très très positives dans ce qui se passe actuellement en France. Ça reste quand même un système démocratique très très intéressant. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il va abandonner, est-ce qu'il va être éliminé par un vote populaire en faveur de Marine Le Pen, ben on le verra très rapidement. En Suède, on démissionne parce qu'on a acheté du chocolat avec sa carte de crédit professionnelle, mais là, la Scandinavie, c'est un autre monde. Oui, dans le même contexte, je pense que le peuple français, il est plus indulgent, il y a une sorte de laxisme envers ces élites par rapport à ça. En Roumanie, il y a eu 4 millions de personnes dehors pour une loi. Qui a amnistié le personnel politique. Ouais, voilà. 4 millions de personnes. Et qui, même après son retrait, les gens sont restés mobilisés en plus. Oui, je pense pas qu'on peut voir ça à Paris. La corruption c'est un peu le même système que le nôtre en Roumanie. Ça n'a absolument rien à voir avec la France. Là, on parle de sommes versées dans le cadre d'emploi quasiment fictif. Oui, j'ai vu un journaliste allemand qui a dit je pense qu'il y a quand même des évolutions sociétales, comme on dit, qui jouent. Si vous voulez, ce café Fillon, c'est n'importe quel ministre ou responsable algérien qui a pris une villa dans le cadre de la vente des biens de l'État, ou là qui a pris 2 villas, qui a fait offrir un terrain à chacun de ses enfants. C'est légal. Sur le plan moral, ça tient pas la route. L'emploi fictif, c'est pas légal. Oui, c'est pas encore. C'est l'emploi fictif. C'est pas encore confirmé que c'est pas légal. C'est beaucoup plus. Vous parlez beaucoup plus de népotisme que. C'est comme la commission technique sur les élections algériennes. C'est un détail secondaire. Ouais. Le fond, ces sociétés ont glissé vers des choses qui nous apparaissent très importantes, mais que chez eux sont devenues complètement secondaires. Regarde sur le plan des mœurs, par exemple. François Hollande a abandonné son ex à la veille d'une élection. Il a fait l'élection avec une femme et immédiatement après, voilà. Donc, sur ce plan-là, ces sociétés ont complètement éliminé ce secteur. D'ailleurs, à tel point que Strauss-Kahn, que Hassan a cité tout à l'heure, c'est la violence, c'est l'agression qui a été sanctionnée. C'est pas le fait, c'est pas la dissolution des mœurs, comme dirait un islamiste algérien. Mais à l'inverse, ces sociétés ont décidé de considérer comme très importantes des choses qui sont différentes et qui, pour un prince saoudien,
$1 million, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée. Et donc voilà, c'est des sociétés qui sont en décalage et qui font que parfois on ne comprend pas. Oui, mais ce qu'on comprend pas aussi, c'est qu'aux États-Unis, malgré toutes les casseroles du président américain, oui, c'est pas les mêmes casseroles. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Aux États-Unis, on a un milliardaire qui est réputé pour ses frasques à la fois sexuelles et de dérives de langage et son machisme et sa détestation des autres catégories, voilà. son racisme, son caractère fasciste. On le connaissait. Et qui a été élu. Oui, mais c'est pas considéré, c'est pas l'argent public, c'est différent. C'est-à-dire qu'on peut, à la limite, les États-Unis, aux États-Unis, on dit, lui, il a jamais émargé au budget de l'État, il s'est fait, il est riche. Il est riche, etc. Voilà. Dans le cas français, c'est différent, c'est l'argent public qui est en jeu. Et le candidat qui est frappé de cette ignominie, c'est celui qui revendiquait le plus la probité, l'exemplarité, les efforts, etc. Il faut qu'on s'entende bien. Il y a que Fillon se casse la gueule, c'est une excellente nouvelle pour les pays comme l'Algérie. Parce qu'il faut que l'impunité cesse. Bon, c'est vrai que c'est pas fini, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est vrai qu'il a raison. Il va vouloir continuer. D'ailleurs, il y a des démocraties plus avancées que celles de la France. Tu as cité les pays scandinaves. Il y a un député allemand qui a dit, après ce qui est sorti sur Fillon, en Allemagne, l'équivalent de Fillon ne tiendrait pas 3 jours. Il tiendrait pas 3 jours. Un journaliste suédois a dit qu'aucun homme politique ne peut être président d'une fédération de ping-pong en Suède. Avec ça. Absolument. Donc voilà, nous on a besoin de ça. Comme on regarde beaucoup la France. Mais non. Moi je sais, Israël est une puissance coloniale. Israël massacre les Palestiniens tous les 3-4 ans avec des bombardements et ratatine Gaza. Israël devrait être exclu même mise au banc des Nations Unies et les pays décents ne devraient pas commercer avec un pays comme Israël tant qu'ils n'auront pas reconnu les droits du peuple palestinien. Mais Israël joue sur quelque chose, dit toujours c'est la démocratie, c'est la seule démocratie dans la région, etc. Israël met en prison un ancien président qui Israël met en contrôle judiciaire un ancien Olmert. Donc et ça se passe pas chez nous. On ne peut pas le faire chez nous. Chez nous, tout à l'heure, j'ai interviewé Monsieur Mebtoul. Je l'ai interpellé parce qu'il est conseiller auprès du chef du gouvernement, du Premier ministre. Est-ce que ça vous gêne que Monsieur Sellal soit la fille de Monsieur Sellal soit dans les affaires de Panama Papers? On sait comment ça s'est fait, on sait comment la constitution de patrimoine. Et Bouchouareb siège au gouvernement, vous conseillez le gouvernement. Et il me dit, Bouchouareb et Sellal, c'est pas pareil. Bouchouareb, c'est lui-même qui est impliqué, c'est autre chose. Sellal, c'est juste sa fille. Mais ils sont tous les deux dans le gouvernement, il se passe rien du tout. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que l'impunité cesse et que ça se passe en France. Ce serait une excellente chose. Voilà. L'impunité, est-ce que c'est tout le débat tourne autour de cette impunité? Est-ce qu'il y a des peuples qui acceptent cette impunité et vont voter pour ces candidats? C'est ce qui va se passer en Algérie. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dans la liste, dans les listes électorales de plusieurs partis politiques, il y a des personnes qui sont corrompues. Et on le verra. Voilà. Et ça ne dérange pas les partis politiques de les présenter dans ces élections? Mais dans un système comme le système français, ces pratiques existent, elles étaient légales, et dans le microcosme, tout le monde fonctionnait avec. L'histoire, l'évolution en France, l'affaire Urba. Écoute, tout le monde, pour résumer, l'affaire Urba, c'était des entreprises qui finançaient indirectement les partis politiques. C'est une pratique qui était admise depuis un demi-siècle. C'est devenu un scandale parce que la société française a évolué. Ça a amené, je crois que c'était Rocard, qui a fait une loi sur le financement des partis politiques. Donc, pour essayer de réglementer tout ça. Mais tous ces non-dits qui sont à côté de l'élection, finalement, ils la fragilisent. Mais moi, il y a un truc qui est très simple, mais qui saute aux yeux, mais qu'on oublie complètement, tellement c'est fort. Donald Trump fait l'éloge de Poutine et s'attaque de manière frontale à l'Europe. C'est l'équivalent d'un candidat à la présidentielle algérienne qui ferait l'éloge de Mohamed VI et qui s'attaque aux amis traditionnels de l'Algérie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut être élu? Ce que je voulais dire par là, c'est pas justifié ou là. J'essaye de comprendre quelles sont les mutations qui ont eu lieu dans ces pays pour faire en sorte que
Bill Clinton a failli être destitué pour j'ai oublié le mot, parjure, parce qu'il a poussé Absolument. un témoin à faire éventuellement un faux témoignage devant la justice, alors que toutes les frasques sexuelles, c'était pas ça le problème, exactement. les C'était gens- le parjure voilà, et non la liaison. voilà. Et donc, Absolument. comment ces sociétés ont évolué? Quelles sont les règles? Parce qu'il faut bien revenir à l'Algérie. Quelles seraient les règles que l'Algérie ferait bien d'adapter pour essayer de se sortir de cette impasse? C'est ça. Et pourquoi est-ce que quand Ihsan parle du cas de Bouchouari, Panama Papers, du cas du Premier ministre, même si lui se défend, il dit c'est le mari. C'est pas moi, c'est ma fille. Et non, il dit aussi que c'est son mari qui est riche et pas elle. Avec toutes ces frasques, pourquoi est-ce que personne ne réagit? Pourquoi est-ce que les Algériens vont aller voter normalement lors de ces élections législatives? Est-ce qu'on prend pas aussi en considération, il y a même une catégorie d'Algériens, comme ça s'est dit tout à l'heure hors antenne, qui se disent oui, mais il va gagner beaucoup d'argent, donc il aura beaucoup d'avantages. La justice. La justice? C'est la Il y a justice pas qui est absente. d'institution. C'est la justice qui est absente. Qui ne s'autosaisit jamais, Qui ne par se sont dit- exemple. Voilà. Tout à fait. C'est la justice qui est absente. La Si la justice. justice, c'est-à-dire n'existe que pas. les citoyens pourraient appuyer justement, c'est-à-dire pourraient se sentir concernés si effectivement il y avait une justice indépendante. Ce n'est pas du tout le cas ici en Algérie. Personne? Pas Aussi? Oui, tout à fait. Et moi, je pense que je vais rajouter quelque chose, c'est les petites corruption, si je peux dire. La corruption, elle s'est étalée un petit peu. C'est pas, il y a pas que l'élite qui est corrompue. Même le petit celui qui fait un parking dehors, je pense qu'il est corrompu un petit peu. Il peut pas se, parce que tout le monde, ça s'est démocratisé, la corruption. Chacun essaie d'avoir sa part du butin et il se dit illégalement, lui aussi tire profit. Ouais. Il y a celui qui grille un feu rouge, qui a violé la loi, et il y a celui qui détourne 100 millions de dollars. Voilà. Et pour revenir à je rappelle que j'ai perdu je tiens à le dire, j'ai enlevé mon permis le 2 janvier, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas encore récupéré parce que j'ai pas cherché à faire des interventions. Merci beaucoup d'avoir participé à ce CPP, le café presse politique. Je rappelle un petit clin d'œil à ce que vous faites, vous, membres du CPP sur Facebook. Ihsan, par exemple, vous avez fait un peu comme Fillon, vous avez employé votre frère, mais c'était pas un emploi fictif pendant 16 ans. D'ailleurs, on le salue. C'est Aïd Ouattadi qui nous regarde. Akram qui a félicité la JSK, jeunesse sportive du Cameroun, pour sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et Tarak qui a fait remarquer qu'il n'y avait pas de passeport syrien retrouvé au musée du Louvre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Sachez que tous les podcasts du CPP sont sur le site www.radio-du6m.net. On se retrouve mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.